Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier François Lodenbach, car hier j'ai expliqué à François que j'étais nerveux de faire cette conférence, étant donné que je fais des conférences de mathématiques depuis 50 ans, mais pas des conférences de ce genre. Et il m'a très gentiment répondu, mais Harold, tu n'as qu'à écrire sur papier ta conférence et le lire, c'est normal. Alors, merci François, je suis maintenant sûrement terrifié. OK, donc je vais parler de Michel Hermann pendant les années 1967 jusqu'à la soutenance de sa thèse d'État qui était en 1976, donc une période d'à peu près 10 années. Et je voudrais vous présenter l'ambiance autour de Michel du point de vue mathématique et personnel à Paris de l'époque. Donc, j'ai eu de la chance dans ma carrière d'avoir dans la salle certains étudiants tout à fait exceptionnels. Des étudiants qui m'ont appris beaucoup de mathématiques et même par la suite qui sont devenus mes amis. Et Michel était une de ces personnes. En 1971, j'ai fait un cours à Berkeley de 5 mois sur les feuilletages et il y avait une étudiante dans la salle qui s'appelait Bill Thurston. Et vous verrez bientôt que Bill et Michel vont se rencontrer dans le prochain avenir. Et j'ai rencontré Michel quand j'ai fait un cours à l'Institut Henri Poincaré en 1967. Et il y avait 3 camarades de Michel qui étaient des étudiants de l'école polytechnique avec Michel, qui ont terminé les études ensemble, qui étaient Alain Chanciner, François Lodenbach et Robert Roussari. Et toutes ces 3 personnes sont ici aujourd'hui, je suis très content de les voir. Et dans les 10 années qui ont suivi, ces 4 personnes et moi sont devenus très camarades. On travaille ensemble beaucoup et on vraiment profité de l'amitié entre nous qui, aujourd'hui, je suis très content de raconter. Alors, Laurent Schwartz a créé le Centre de mathématiques de l'École polytechnique en 1965. Et en 1976, il a demandé à ces 4 personnes, donc j'ai dit Michel, François, Alain et Robert, d'intégrer ce laboratoire et à certaines d'autres personnes aussi. Et le local se trouvait dans l'ancienne école polytechnique, rue Descartes, et consistait de 2 grandes salles contiguës avec un verre entre les 2 grandes salles. Moi, j'habitais à 10 minutes de cet laboratoire et 5 minutes à pied de chez Michel. Et bien que j'étais à l'IHES à l'époque, et je travaillais presque tous les jours dans cette salle, et les autres 4 étaient présents, Michel, François, Alain et Robert. À l'époque, Alain et François travaillaient en topologie différentielle avec Jean Cerf à OSC. Et moi, je travaillais avec Robert Roussari sur les feuilletages dans les variétés de dimension 3. Et Michel, il étudiait beaucoup de mathématiques à l'époque. Il apprenait énormément d'analyse. Il lisait les papiers de Dangeois, car dans le cours que j'ai fait à l'Institut Henri Poincaré, j'ai commencé le cours en parlant des théorèmes de Poincaré sur les champs de vecteurs dans les surfaces dimension 2, nombre de rotation et les travaux de Dangeois. Donc Michel étudiait tout cela et je voudrais passer un slide d'une citation que j'ai trouvée de, je voudrais, mais je ne suis pas sûr que je peux, voilà, de Bertrand Moret, qui a écrit un papier en 1986, un astérisque, pour parler du séminaire rouge de Laurent Schwartz qu'il a créé à l'École polytechnique. Il a parlé de Michel. Donc,
Michel, comme vous voyez de ce qu'il a dit là, était quelqu'un qui apprenait de l'analyse comme peu de personnes aujourd'hui maîtrisent. Pas moi en tout cas. Mais pourquoi il apprenait cette analyse? Parce qu'il s'intéressait à l'espace des fonctions, il s'intéressait aux espaces qui n'étaient pas des espaces de dimension finie dans lesquels on travaillait généralement à l'époque, et il voulait comprendre quel théorème d'analyse il pouvait utiliser pour comprendre ce qu'il cherchait à comprendre. En particulier, le genre de choses, des termes de fonction implicite, dans quels espaces avait-on un tel théorème. Et je vais présenter une slide maintenant qui je trouvais dans une page de la thèse d'état de Michel, simplement parce que pour les personnes qui ne sont pas mathématiciennes dans l'assistance, je trouve que c'est éventuellement une œuvre d'art moderne. Et pour les mathématiciens, ils peuvent regarder ça et essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais je voudrais remarquer simplement que, bon, pour moi, c'est quand même une œuvre d'art moderne. Et aussi, quand on regarde le théorème, identité remarquable. Donc ici, c'est la page 119 de la thèse de Michel. 119. 119e page, il arrive à cette identité remarquable qui va être une des clés qui va permettre à Michel d'ouvrir l'univers qu'il a créé en système dynamique. Alors vous voyez cette équation qui a l'air incroyable. On voit la deuxième dérivée de log df, on ne le voit pas très bien, mais une itérée là de n, c'est l'entier n. Et à droite, vous voyez une somme jusqu'à n-1, phi composé avec quelque chose. Et phi, la troisième ligne, est lui-même très compliqué. Donc, cette équation remarquable va permettre à Michel de vraiment ouvrir cette boîte de Pandore pour expliquer le monde qu'il a créé. Et par la suite, d'autres personnes, comme Jean-Christophe et d'autres, vont prendre cette équation et avancer avec cette équation pour développer d'autres choses très, très intéressantes. Donc, je laisse ça simplement pour quelque chose à regarder. Donc, un peu de la vie à cette époque. Comme j'ai dit que j'habitais à côté de Michel, et Michel avait un tout petit appartement à l'époque qui était plein de livres. C'était quasiment impossible à s'asseoir facilement. Même dans le cabinet de toilette, il y avait des livres de maths. Et il venait très souvent dîner chez nous à l'époque. Il n'avait pas beaucoup d'argent, comme j'expliquerai plus tard. Et il était vraiment très souvent à la maison pour dîner. Et de temps en temps, il arrivait avec une bouteille de vin merveilleuse, je parle d'une bouteille de vin magique, qu'il arrivait à acheter chez Bess. Bess était un vieux monsieur que les gens de mon âge peut-être connaissaient ici, qui avait une cave de vin en face de l'ancienne école polytechnique ou des écoles. C'était une toute petite boutique, mais si Bess vous trouvez sympathique, il vous vendait une de ces bouteilles qui n'était pas évidente. Il vous amenait en sous-sol, dans le sous-cave, et vous avez l'impression d'arriver dans la cave d'Alibaba. Et dans cette sous-cave, il y avait des multitudes de bouteilles de vin, énormément de bouteilles sans étiquette. Sans étiquette, je ne comprenais rien du tout quand j'ai vu ça. Et néanmoins, il regardait la tête de la personne qui arrivait, qui l'a amené dans la sous-cave, comme Michel ou moi, quand j'avais de la chance. Et il fouillait dans les bouteilles sans étiquette et dit, voilà, c'est ça. Et donc Michel, quand on avait une soirée exceptionnelle, arrivait à la maison pour dîner avec une bouteille comme ça, et c'était la fête. Aussi, quand Michel pouvait, il avait grand plaisir à nous inviter dans les restaurants français du quartier. Peut-être vous vous souvenez, je ne sais pas si ça existe encore, à Buisson-Ardent, qui se trouvait, bien sûr, ça existe encore. C'était vraiment un restaurant classique, pas cher du tout, où on mangeait royalement de la bonne nourriture française. Aussi, un restaurant qu'il aimait beaucoup, c'était chez Henri, qui était rue Fossé Saint-Bernardine, là. En tout cas, on était très contents de pouvoir passer des bons moments comme ça. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, ça, c'était entre 67 et 69 que moi, j'ai eu beaucoup de moments à travailler dans le
salle Lix avec ces 4 personnes présentes, donc 3 personnes présentes. Et en 69, je commençais à travailler au OC, et Michel avait un bureau dans mon bureau au OC. Et à l'époque, fumer, ce n'était pas tellement considéré un péché, mais malheureusement, partager un bureau avec Michel à l'époque, c'était vraiment très, très, très dur. Donc, j'ai encouragé Michel de ou bien, s'il te plaît, fumer dehors, ou bien prendre un autre bureau. Mais je n'ai pas réussi à fumer. Alors, l'ambiance mathématique à Paris dans ces années-là était formidable. Pour nous, jeunes, Alain et François et Michel et Robert Roussari, on se trouvait quasiment tous au séminaire Tom le lundi à l'IHES. Et ce séminaire Tom était une source d'inspiration pour nous à l'époque. Après le séminaire Tom, il y avait cette année, en 69, pour toute l'année, John Mather, qui était à l'IHES, qui faisait un cours sur son travail sur les applications différenciables, les singularités. Et moi, j'assistais ce cours de temps en temps, mais Michel assistait tout le temps qu'il pouvait. Le mardi, c'était le séminaire de topologie à OAC. Et ce séminaire de topologie était très, très intéressant. À l'époque, Larry Siebman et John Cerf avaient fait des travaux brillants en topologie et topologie différentielle. Il y avait Adrien Douedy, qui était un personnage important pour nous, qui faisait des choses merveilleuses en géométrie conforme. Il y avait André Hefliger, qui était souvent un visiteur à Paris, qu'on avait la joie d'avoir avec nous. En 1971, il y avait Bill Thurston qui est venu rendre visite à Paris. Il venait de terminer sa thèse et il travaillait sur une banque de feuilletage qui, moi et Robert Roussari travaillions dessus. Et il nous a fait des conférences. Et c'est André Hefliger qui a invité Bill Thurston et nous à un congrès à Plan-sur-Baie. Et une collaboration très intéressante a commencé avec André et Bill Thurston. Donc, à l'époque, Bill Thurston a fait exploser la théorie des feuilletages. C'est remarquable ce que ce bonhomme qui était très jeune, qui venait passer sa thèse, a pu faire mathématiquement. C'est très, très curieux que Michel et Bill ne se parlaient pas. Alors, en 1971, je trouvais ça curieux, mais j'y pensais pas beaucoup. On verra un peu plus tard quelque chose qui se passe dans le même genre avec Bill et Michel, qui est très bizarre. Alors, aussi, donc, à cette époque, Dennis Sullivan arrivait à Paris. Et Dennis Sullivan était créatif, comme j'ai rarement vu. C'était d'avoir des personnes comme Bill Thurston, Dennis Sullivan autour de soi, qui presque tous les jours avaient des idées qui étaient passionnantes. C'était vraiment quelque chose. Bon, donc ça c'est cette période de 69. À partir de 71, Michel commençait à faire des progrès importants dans ce qu'il étudiait. Il étudiait les difféomorphismes du cercle, comme peut-être vous savez. Il a publié avec Francis Sergera un papier où il démontre un lemme local sur l'écriture d'un difféomorphisme du cercle qui va ser très très important par la suite. Et ce lemme local, 4 années plus tard ou 5 années plus tard, va devenir un lemme global qui va permettre pour Michel de démontrer cette conjecture d'Arnold qui est très célèbre. OK. À cette époque aussi, Michel apprenait énormément de mathématiques. Il apprenait la théorie ergodique. Il parlait avec beaucoup de personnes pour apprendre les mathématiques, et avec certaines de ces personnes, il est devenu ami après. Et, par exemple, Touvenot, Streltsine, Francis Le Drabier. Il a passé beaucoup de temps à apprendre la théorie ergodique avec eux, et ça l'a énormément aidé
dans ses mathématiques. Néanmoins, Michel était dépressif. Moi et des personnes proches de Michel à cette époque ne savaient pas quoi penser. Parfois, Michel était exubérant de son progrès et parfois, il était convaincu qu'il ne valait rien. J'ai souvent reçu des appels téléphoniques au milieu de la nuit où sa détresse était très dure à supporter. Il avait difficulté à parler parfois au téléphone. Donc, quand j'ai reçu des coups de téléphone comme ça, ma première réaction, c'était de raccrocher et retourner dormir. Mais je me rendais compte qu'il y avait une vraie détresse chez Michel. Donc, on parlait, jusqu'à, voilà, on pouvait dormir. J'ai demandé à Alain Chantinet hier si lui aussi recevait des coups de téléphone à l'époque. Il m'a répondu oui. Et je n'ai pas plus de détails sur le contenu de ces coups de téléphone, mais je peux imaginer que c'était un peu semblable. Et aussi à cette époque, j'entendais des collègues dire « Mais qu'est-ce qui se passe avec Michel? Pourquoi il ne passe pas sa thèse? Il commence à travailler en 67, 68, et maintenant c'était 72, 73. Pourquoi Michel n'arrive pas à faire un test de mathématiques? Il est quand même brillant. Qu'est-ce qui se passe qu'il ne démontre rien? » Alors, qu'est-ce qui se passait? Donc, effectivement, Michel était dépressif, il allait très mal. Apparemment, il n'y avait pas de résultats à l'époque. Il y avait des choses extérieures qui pouvaient expliquer ça. Donc, pendant quelque temps, je pensais que c'était ces choses extérieures qui étaient responsables pour le fait qu'il soit dépressif. Et maintenant, je ne pense pas. C'est-à-dire, je m'explique. Donc, qu'est-ce qui arrive à Michel qui pouvait considérer comme des sales coups? À la sortie de l'X, il était 63 bis en rang. Bis parce qu'il était étranger, il était américain. Et 63e, bon, ce n'est pas tellement grave si on ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé pour les trois camarades, François Lodenbach, Alain Chantinet, Robert Roussari. Ils étaient en tête de la liste. Donc, voilà une première chose qui pourrait décourager Michel. Mais en fait, je pense, mon interprétation de 63, c'est que Michel était américain. Michel avait 25 ans à l'époque, moi j'avais 26 ans. On était vraiment très proches, tous les deux nés à New York. On parlait anglais ensemble. Et moi, personnellement, comme étant éduqué à New York, je n'ai jamais appris la grammaire anglaise peut-être. Je n'ai pas fait exprès. Donc, je peux imaginer que Michel avait beaucoup de difficultés à maîtriser la grammaire française. En tout cas, moi, je ne peux pas écrire en français jusqu'à aujourd'hui. Et ça peut expliquer de 63 bis. Deuxième chose qui pouvait être vraiment dure pour Michel, en 1966, Laurent Schwartz a réussi à faire rentrer au CNRS Alain Chantinet, François Lodenbach, Robert Roussari, et pas Michel. Pourquoi pas Michel? Parce que Michel était américain. Et il ne pouvait pas rentrer au CNRS comme américain à l'époque. Néanmoins, Laurent Schwartz était vraiment très attentif à Michel. Il a trouvé du soutien financier pour Michel pour les années 67 à 69, qui venaient de l'école polytechnique même. Donc, il avait un soutien financier, mais qui n'était pas très élevé. Donc, il vivait frugalement. Ensuite, Michel a pris un poste d'assistant à Paris 13 jusqu'à 73, où il enseignait. Donc, il avait un salaire d'assistant. Et puis, 73-74, Laurent Schwartz, de nouveau, lui a trouvé un soutien de l'école polytechnique financier. Et en 1974, finalement, Michel est arrivé à rentrer au CNRS comme attaché de recherche. Donc, finalement, il avait un salaire raisonnable et un travail fixe, 1974. Donc, ça, c'était quelque temps. Une autre chose, en 1969, Robert Roussari a soutenu sa thèse d'État. En 1970, François Lodenbach
a soutenu sa thèse d'État. En 1971, Alain Chancenet a soutenu sa thèse d'État. Et Michel, il n'avait pas encore un papier de mathématiques. Donc, vous pouvez imaginer, c'est les camarades de classe. On a travaillé tous ensemble, on a passé les journées ensemble à travailler, à faire des mathématiques, etc., etc. Et Michel avait rien, quand tous les autres trois, ils commençaient la carrière professionnelle avec les thèses d'État. Prochain échec. La première note que Michel a publiée, une note de compte-rendu en 1971, il a découvert par la suite, très rapidement, que c'était déjà publié et que nous, la communauté mathématique. Alors, ça, tout le monde ici, les mathématiciens présents, savent que ça veut dire pour un mathématicien de découvrir ça. Le Michel, la première chose qu'il a fait de ce genre, c'était dur. Mais, OK, je pense que ça, c'est la fin des choses méchantes. J'espère. Bon, ça, c'est la liste des choses qui pouvaient contrarier Michel et le rendre dépressif. Mais en fait, en 1971, il a aussi publié un très bon papier avec Francis Sergera, où il écrit sur l'M local dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une façon d'écrire un diffusion de cercle. Il l'a fait pour un voisinage de nombre différentiel que Étienne a raconté. Et cette écriture, en fait, 5 ans après, Michel va réussir à démontrer que c'est global. Ce n'est pas seulement un voisinage d'une diffusion différentielle, mais n'importe quel diffusion avec ce nombre de rotations différentielles est effectivement conjugué si infini à cette rotation. Donc, 71, ça a commencé vraiment à sortir des bonnes mathématiques. Et en 71, oui, donc Michel a travaillé 72, 73, il a construit beaucoup d'œuvres qui concernent des choses de difféomorphisme, pas forcément de nombre de rotations différentielles, mais il cherchait à comprendre toutes les difféomorphismes. Donc, il est arrivé à dire des choses sur la topologie des difféomorphismes en fonction d'un nombre de rotations irrationnelles, du genre ils sont denses ou ils sont conjugués à telle et telle chose. Donc, il avait beaucoup de théorèmes sur les difféomorphismes et les centralisateurs, les difféomorphismes qui commutent. Et en 75, l'automne de 75, pas l'automne, le printemps de 75, j'étais à Warwick pour 5 mois et j'habitais sur le campus, une petite maison, et Bill Thurston habitait dans la maison à côté. C'était David Epstein qui nous a invités à Warwick pour travailler. Et Michel est venu habiter avec moi dans la maison pour 5 semaines. Donc ça, c'est maintenant à peu près avril ou mai 75. Et Michel travaillait jour et nuit. Donc je vis dans la même maison que lui, il fumait jour et nuit, et il travaillait jour et nuit, et il ne parlait pas avec Bill Thurston, qui était dans la maison juste à côté, sur le campus. Il n'y avait rien, il n'y avait nulle part où aller, etc., il n'y avait pas de restaurant. Il travaillait tout le temps, donc il était vraiment en train d'arriver à comprendre les définitions du cercle. Ça, c'était avril-mai 75. Et en septembre 75, donc après l'été, j'ai dit à Michel, quand même, tu as beaucoup de résultats. Maintenant, tu peux présenter ta thèse d'État. Michel était d'accord. Donc, il dit d'accord, je vais rédiger la thèse. Et j'ai fait un séminaire Bourbaki le 15 novembre 1975 sur les travaux de Michel pour sa thèse. Et à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, pour présenter un séminaire Bourbaki, il fallait envoyer le texte au moins 2 semaines avant, il n'y avait pas d'ordinateur, pour préparer l'édition du petit livre de Bourbaki. Donc j'avais fait le texte de travaux de Michel, envoyé 2-3 semaines avant. Et fin octobre, je reçois un coup de téléphone de Michel au milieu de la nuit.
et on parlait anglais. Donc, je vais raconter ça en anglais parce que je me rappelle de cette conversation tout très très bien. Donc, hello, milieu de la nuit, et Michel, I got it. Michel, qu'est-ce que tu racontes? What are you talking about? I got it. I said, Michel, what do you got? He says, I got it for the golden number. I said, you got it for the golden number? I said, Donc j'étais en train de me réveiller et j'entends ça et je pensais qu'il était juste complètement fou, je pensais qu'il était complètement dingue. Il était hystérique au téléphone. Je dis, OK, Michel, je te vois demain matin. See you tomorrow morning. Good night. Le lendemain matin, j'arrive de mon bureau et Michel, qui était quasi jamais matinal, est déjà là. Je crois qu'il n'avait pas dormi la nuit. Il était excité comme ce n'est pas possible et il commençait à parler de ce qu'il avait, de mathématiques. Et c'était impossible de comprendre ce qu'il racontait. Il était trop confus, il était trop bouleversé. Je n'arrivais pas. Michel, s'il te plaît, calme-toi. Je pensais que vraiment il allait très mal. J'étais convaincu pendant une demi-heure qu'il allait très mal. Après une demi-heure, j'avais l'impression, peut-être il a quelque chose. Je n'étais pas convaincu que c'était simplement le délire. Et Adrien Douedy, qui était au même étage, il passait, la porte de mon bureau était ouverte. J'ai dit, Adrien, viens écouter. Donc, Adrien vient écouter. Et écoute, et Michel parle. Il commence à se fatiguer, donc il était moins hystérique. Et ça commence à ressembler à quelque chose de sérieux. Quoi qu'il en soit, donc le lendemain, moi je discutais beaucoup avec Dennis Sullivan à l'époque, qui habitait à Bure, qui était juste à côté d'Orsay. J'ai dit, Dennis, viens écouter Michel, il a vraiment des choses à raconter, on va essayer de comprendre. Donc Dennis arrive le lendemain, on écoute. À la fin de quelques heures, Dennis dit, écoute Michel, viens à l'IHS, expliquer ça. Donc, on va tous à l'IHS. Et il y avait Pierre de Ligne qui, Dennis a pris Pierre, et Pierre bien écouté ça. Et Michel a raconté pendant 2-3 jours, sans arrêt, son théorème. Il avait réussi à comprendre les diffraction du cercle, et en particulier, il avait réussi à démontrer un théorème global qui était une réponse à la question posée par Arnold. Et ça, c'était vraiment la naissance de Michel comme mathématicien qui était reconnu comme un des grands mathématiciens de sa génération. Après que les personnes ont vu ce travail de Michel, qui était vraiment beaucoup amélioré par ses amis, par de Ligne, par Alain, qui l'a aidé énormément, François Lodenbach, beaucoup de personnes l'ont aidé à mettre ça lisible. Et là, c'est la page 119 de cette thèse. Donc, c'était le début d'une carrière tout à fait extraordinaire de Michel, où il a continué à faire des travaux splendides pour le monde mathématique. Maintenant, pour cette histoire de dépressive. Après 1976, il a soutenu sa thèse en avril 1976. Après 1976, je n'ai plus reçu de coups de téléphone la nuit de Michel. Je n'ai plus reçu ces coups de téléphone où il était dépressif, atrocement malheureux, etc. J'ai demandé à Alain hier si les coups de téléphone ont arrêté après 1975. Il m'a répondu oui, mais c'est peut-être parce que j'étais à Nice. Mais je crois que Michel aurait téléphoné à Nice aussi. Donc, effectivement, ce n'était pas tellement les contretemps que Michel vivait qui le rendaient malheureux, c'était vraiment sa bataille avec la compréhension de mathématiques qu'il essayait d'arriver au bout. Et une fois qu'il est arrivé au bout, il allait bien. Une des images que j'ai de Michel, où c'est emotional pour moi, c'est Michel est en train de faire une conférence, de raconter ses travaux, et il arrive à décrire, il raconte un théorème qu'il venait de démontrer, ou une chose qu'il a démontrée, et il a un sourire qui est dans ses yeux et dans ses lèvres. Tu vois ce bonhomme en train de réjouir
avoir fait cette mathématique. Il trouve cette mathématique tellement beau que tu vois dans ses yeux tout cela. Maintenant, si j'ai un peu de temps, je voudrais parler un peu de mathématiques. Est-ce que j'ai un peu de temps? Formidable. Donc ça c'est ma conférence, attends, je vais aller... OK. Ça c'est en anglais, mais je vais essayer de vous raconter en... Je vais essayer de vous faire voir avec la géométrie ce que Michel a fait en un système dynamique. En système dynamique, Michel a compris la relation entre les choses contenues, mesurables, différenciables une fois, vitesse, différenciable 2 fois, accélération, différenciable 3 fois. Michel a vraiment maîtrisé la structure de ce monde en système dynamique et permis au monde d'avoir ces outils qu'il a créés. En géométrie, on a un phénomène que je voulais raconter. Donc, considère la sphère ronde de rayon 1. Okay? Il y a 3 paradoxes ici que je voudrais présenter. Le premier paradoxe, c'est le Banach-Tarski paradoxe en 1924, qui dit qu'on peut prendre la sphère de rayon 1, on peut le couper dans un nombre fini de morceaux, on peut remettre les morceaux ensemble et avoir une sphère de rayon 1 million. Alors, ça semble complètement absurde. Donc, on a cette première paradoxe. Deuxième, John Nash et Kuiper, paradoxe en 1954. C1 flexibility. On peut prendre la sphère de rayon 1, toujours cette sphère de rayon 1, et on peut le déformer isométriquement. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut déformer continuellement cette sphère en une autre surface, telles que les mesures que vous faites sur l'autre surface sont les mêmes que les mesures de distance que vous faites sur la première surface. Donc c'est une déformation isométrique. Et on veut faire ça de sorte que cette surface que vous avez déformée est une fois dérivable. C'est-à-dire ça a un plan tangent en chaque point, c'est une surface sympathique de point de vue de dérivée C1. Et on peut faire ça pour avoir une sphère aussi grande qu'on veut, ou aussi petite qu'on veut. Donc, la sphère ronde, on peut déformer sans changer la géométrie intrinsèque, de sorte qu'on a une surface une fois dérivable, lisse dans ce sens, qui est quasiment n'importe quoi. Paradoxe. Troisième, théorème de Cohn-Vossen en 27. Si la surface est convexe, mais 2 fois dérivable, comme la sphère de rayon 1 par exemple, qui est même infiniment dérivable, elle est rigide. Si vous faites n'importe quelle déformation isométrique de ça, c'est la même chose, c'est une sphère ronde. C'est la sphère plus une rotation ou une translation dans l'espace R3. Donc ici, vous avez ces 3 phénomènes. Le premier phénomène qui est de Banach-Tarski, qui est pour moi un genre mesurable. On peut couper en un nombre fini de morceaux. Et il y a une deuxième partie de Banach-Tarski qui est vraiment drôle. On peut prendre cette sphère de rayon 1 et la couper en 6 pièces. 6 pièces, tel que vous avez 2 sphères de rayon 1 après. Vous les recollez et vous avez 2 sphères de rayon 1 après. Et pas seulement ça, mais en fait, moi, je pourrais vous expliquer ça dans 1 heure et demie, bien que vous ne soyez pas mathématicien. C'est remarquable. C'est vraiment une chose compréhensible, bien que ça semble absurde. Donc, on a ces phénomènes qui montrent que dans l'espace des choses qui sont mesurables, il y a des choses vraiment, n'importe quoi peut arriver, et on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans l'espace des mondes qui sont une fois dérivables, on a aussi une grande flexibilité dans les déformations. Mais dans le cas 2 fois dérivable, on a rigidité. On ne peut pas déformer. Donc, la relation entre ces 3 choses en géométrie, on est loin de pouvoir comprendre, comme Michel a compris la relation entre les 3 notions pour le système dynamique. Michel a vraiment arrivé à comprendre pour les different circles
la relation entre les trois catégories, mesurable, C1 et C2, C infini. Et nous, en géométrie, on n'est pas arrivé à faire cela. Je vais donner un exemple. Cauchy a démontré un théorème, 1803, qu'un polyèdre compact convexe d'un étroit est rigide. Vous prenez un cube, vous ne pourrez pas le déformer. Si vous prenez un rectangle dans le plan, vous pourrez déformer comme ça, changeant de longueur des côtés. Mais dans des étroits, Cauchy a démontré qu'on ne peut pas déformer. Si ce n'est pas convexe, on a aussi un des théorèmes qui permet de dire que les surfaces que j'ai montrées là, les polygones, sont rigides. On ne peut pas les déformer localement. Si vous faites une boîte comme ça, ou une surface comme ça, c'est rigide. On peut pas c'est pas flexible. Mais pour les surfaces qui sont C2, qui sont convexes, on sait qu'elles sont rigides. Mais pour des surfaces qui ne sont pas convexes, par exemple, une sphère qui est comme ça, une belle femme, comme ça, pour une sphère, on ne sait pas si cette surface peut être déformée ou si elle est rigide. On n'a aucun théorème, à part le théorème de Cohn-Bosson, qui dit qu'une surface C2 est rigide ou non. Et on voudrait comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que pour les surfaces polyhédrales, C1, on sait qu'on a des exemples des sphères qui sont plongées, qui sont rigides, les images que je vous ai montrées. Alors, ce qui manque, c'est de pouvoir approcher des surfaces lisses par des polyèdres et lier la géométrie intrinsèque de l'un et la géométrie intrinsèque de l'autre. Mais en géométrie, on n'est pas encore arrivé là. C'est une des choses qui est très, très ouverte pour nous. Mais Michel a arrivé à faire ça en système dynamique. OK, merci beaucoup. On a peut-être le temps pour une question. Quelqu'un a une question à poser? Oui, il y en a une là, oui. Une question, c'était une remarque. Tu appuies sur le micro. Là. Non, il faut appuyer sur le bouton. C'était justement lorsque Michel avait démontré son théorème, et qui était donc fin octobre, et début novembre, il y avait évidemment les vacances de la Toussaint. Et il est venu dans notre maison en Corrèze. Moi, j'étais au lycée à cette époque-là. Et il est venu dans notre maison en Corrèze, et mon père a bossé avec lui pendant, je sais plus, toutes les vacances, il devait faire une dizaine de jours ou 15 jours, j'ai oublié. Et ils ont sorti à la fin un gigantesque organigramme. Donc, je ne sais pas comment ce que c'est, parce qu'il avait toutes ces idées, mais ça a pris quand même plusieurs jours à mon père pour arriver à mettre en ordre le cheminement des idées et pour arriver à ce cheminement de raisonnement qui est extrêmement compliqué pour démontrer le théorème global. Oui, sauf erreur, ce gigantesque organigramme a été pendant très longtemps sur le bureau de Dennis Sullivan, en dessous d'une plaque de verre. Moi, j'ai vu ce truc, ça prend tout le bureau. C'est un organigramme qui, de la preuve... Il est où maintenant? Parce que moi, je ne sais pas. C'est très impressionnant, en effet. Là, je demanderai à Denis, alors effectivement. Oui, ça serait bien moi, je l'ai vu. C'est remarquable. C'est dommage qu'on n'a pas une photo de ça. Ou... Si c'est Denis le dernier, je vais lui demander, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai pas une question, mais une petite remarque. Je crois que tu as dit 2-3 petites bêtises. Je pense que dans le paradoxe, là, les pièces ne sont pas mesurables. Je sais que ce n'est pas mesurable. Tu as dit mesurable? Non, j'ai dit qu'il y a un théorie mesurable. Un théorie mesurable, ça veut dire que ça peut être mesurable ou non. D'accord. Très bien. Excuse-moi, j'avais cru que tu disais que c'était mesurable. Non, je n'ai pas dit que c'est mesurable. J'avais quelques c'est pas mesurable. Et la deuxième question que je voulais poser, c'est pour la déformation C1. Je vois mal comment tu peux faire plus grand que le diamètre. Sur une sphère, 2 points sont à distance plus petite que pi, donc tu as beau démontrer isométriquement. Ah oui, non, tu peux le faire plus petit. Plus petit que pi. Plus petit. Voilà, d'accord. Plus petit. D'accord. Oui. Ouais. Très bien. Oui, il faut rouler. Voilà, très bien. Oui. Excuse-moi. Oui. Non, mais c'est le premier paradoxe qu'on peut faire plus grand. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Eh bien, si ce n'est pas le cas, on va remercier Harold.